Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons les oiseaux et celles et ceux qui les protègent. C'est pour protester contre le massacre des macareux moines par les chasseurs sur les côtes nord de la Bretagne, où la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest les emmenait en safari, que se crée en 1912 la Ligue pour la protection des oiseaux. Son logo représente 2 macareux moines, justement. Depuis, la vocation de cette importante association s'est diversifiée, son action renforcée et son organisation structurée. Nous sommes avec le président de la toute nouvelle coordination LPO Grand Est. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Étienne Clément, bonjour. Bonjour Éric. Merci de me recevoir au siège de la LPO Champagne-Ardenne, au bord du lac d'Uder, Chantecoq, dans la Marne, dans les locaux de l'ancienne maison de l'oiseau et du poisson. La LPO est une association très connue en France, néanmoins pour les rares qui ne connaîtraient pas. Rappelez-nous la vocation de la LPO, Étienne Clément. Alors la LPO est une association de protection de la nature, en particulier des oiseaux, d'où son nom, Ligue de la protection des oiseaux, mais plus largement maintenant de la faune et des milieux qui sont occupés par les espèces pour lesquelles on a une attention particulière. Et puis on connaît bien sûr votre président national, Alain Baugrain-Dubourg. Pourquoi avoir créé très récemment une coordination LPO Grand Est, Étienne Clément ? En fait, on suit le mouvement de la réforme territoriale. On a une région Grand Est et voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit un petit peu raccord avec les nouvelles frontières qui maintenant regroupent l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Des phénomènes nouveaux apparaissent, comme celui que nous relate ce reportage diffusé en juin 2012 sur Canal 32, la chaîne de télé locale de l'Aube. À Lantage, comme chaque année, le printemps est bien passé. Mais depuis quelque temps, quelque chose a changé. À la ferme Toré, à 2 pas du village, les nids vides témoignent du désastre. Les hirondelles ne viennent plus. Sur ce phénomène, chacun a son opinion, mais pour les anciens, c'est du jamais vu. Pour moi, il y en a moins avec le mauvais temps, déjà. Autrement, je ne sais pas, parce que j'ai été surprise, autant comme là 3 ans, il y en avait beaucoup, enfin vous avez vu les nids, ce qu'il peut y avoir, et maintenant, l'année dernière moins, et cette année, il n'y en a plus. Ce matin, j'étais là, il n'y en a plus du tout de petites hirondelles, Les habitants ne sont pas les seuls à s'inquiéter. La Ligue de protection des oiseaux a fait le même constat. En 20 ans, la population des hirondelles a chuté de 40%. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Le phénomène constaté dans cette commune de la région de Chaours, dans l'Aube, bien connue pour son fromage, n'est malheureusement pas isolé, Étienne Clément. Oui, alors c'est vrai que on constate effectivement une raréfaction des effectifs de certains oiseaux qui sont même aujourd'hui des espèces communes. Avant, le public n'avait pas tellement conscience de cette diminution des effectifs parce qu'on parlait souvent des espèces assez lointaines en citant des espèces de l'autre côté de la planète. Aujourd'hui, dans le cas présent, on voit là les hirondelles. C'est vrai que c'est des oiseaux qui sont très communs, qui sont proches de l'homme en plus. Assez symboliquement, les gens les apprécient parce qu'elles sont annonciatrices du printemps. Elles nichent dans le patrimoine bâti des gens. Et puis elles ont une bonne tête. Elles ont une bonne tête et on a comme ça des espèces comme aussi la mésange, comme le verdier, comme l'alouette des champs qui sont quand même des espèces qu'on avait l'habitude de voir graviter autour de nous. Et les suivis qu'on mène régulièrement montrent que ces espèces connaissent un effondrement pour certaines, une baisse plus ou moins relative pour d'autres de leurs effectifs. Donc c'est vrai qu'on sent que dans le grand public aujourd'hui, il y a quand même une inquiétude généralisée, une sensibilité où on a de nombreuses personnes qui viennent nous voir en disant cet hiver, j'ai pas vu les oiseaux que je vois habituellement, qu'est-ce qui se passe et les gens aimeraient bien connaître les raisons, puis même aller plus loin en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'enrayer ce déclin. Étienne Clément, est-ce que les personnes qui s'en inquiètent sont des gens qui sont déjà sensibilisés aux oiseaux ? Bien sûr que oui, parce qu'il faut quand même s'en apercevoir, et bien un minimum d'observation, mais est-ce que ce sont des adhérents de la LPO ? Est-ce que ce sont des citoyens lambda qui
tout d'un coup, comme ça, s'inquiètent de la raréfaction de certaines espèces? Très récemment, moi je trouve que justement ce problème s'est généralisé sur des personnes qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer sur nos sorties par exemple, ou qui n'étaient pas forcément le public qu'on fréquentait habituellement. Et moi je pense qu'effectivement aujourd'hui il y a une vraie prise de conscience de ces effets, de ces évolutions, et c'est pas seulement justement le public qui était déjà sensibilisé qu'on rencontrait habituellement. Les ornithologues, les spécialistes des oiseaux. Alors Étienne Clément, lorsqu'on vous pose la question, pourquoi cette raréfaction et puis qu'est-ce qu'on peut faire? Que leur répondez-vous? Alors, pourquoi on sait que sur ce genre de phénomène, les effets, les raisons sont multiples. La raison qu'on met en avant régulièrement, c'est généralement la destruction des habitats. Une espèce ne vit que si elle peut fréquenter un lieu de nidification, un lieu d'alimentation. L'habitat pour un animal, c'est bien sûr l'endroit où il vit, voilà, et les exactement. conditions dans lesquelles il vit. Donc pour les oiseaux, par exemple, qui fréquentent des prairies ou des haies, si on laboure les prairies et si on détruit les haies, forcément, elle ne va pas aller trouver un site à proximité, et il y a une incidence directe sur les effectifs, c'est-à-dire que ces oiseaux-là ne vont plus trouver à nicher ou ne vont plus trouver à s'alimenter. Donc il y a une baisse des effectifs qui est constatée de manière franchement inéluctable. Donc ce qu'on essaye le message qu'on essaye de faire passer au public aujourd'hui, c'est d'avoir effectivement une attention très particulière par rapport à ces milieux, et que ces milieux, on peut les préserver tout un chacun avec des actions assez simples, et aussi essayer de compenser la raréfaction et la destruction de ces habitats. Je pense par exemple au maintien tout simplement des vieux vergers pour certaines espèces. Voilà. Par exemple. Alors ça c'est vraiment un bon exemple, c'est qu'effectivement quand un arbre qu'on dit mort ou dépérit, on a tendance à vouloir le couper, à le remplacer par un jeune plant, parce qu'on pense forcément à récolter dans les années qui viennent. Mais c'est vrai qu'un vieil arbre en général, c'est un arbre qui est très très utile pour la nature et pour les espèces, parce que c'est pour les espèces par exemple cavernicoles, c'est vrai que c'est dans ce genre d'arbres qu'elles vont aller nicher, parce que c'est plus facile d'y faire son nid, d'y creuser un trou. Étienne Clément, la situation est peut-être suffisamment alarmante pour que la LPO, maintenant Grand Est, en tout cas la coordination Grand Est, a lancé l'action oiseau de l'année. Oui, alors on a justement choisi comme espèce cible pour cette première année, parce que c'était une action qui n'existait qu'en Alsace précédemment, et qu'on a donc généralisée en Lorraine et puis en Champagne-Ardenne. Donc l'espèce qu'on a choisie, c'est l'hirondelle de fenêtre, parce qu'on s'aperçoit que effectivement, ça c'est vraiment une espèce avec un déclin vraiment remarquable de ses effectifs. Et l'idée, c'est à la fois d'amener les ornithos, les gens qui ont l'habitude de faire des suivis, de s'intéresser à cet oiseau, mais aussi d'amener le grand public de s'y intéresser aussi, et de faire des comptages dans sa commune, dans sa rue, d'aller compter les nids. Donc cette action démarrera au 15 juin, et il s'agira d'aller compter les nids qui sont occupés, parce qu'au 15 juin, c'est la pleine période de nidification pour cette espèce. Elle vient alimenter les jeunes et c'est facile de la repérer. Vous menez aujourd'hui des actions qui tentent de réparer les excès de certaines pratiques, notamment agricoles. Rien que cette semaine, ce sont près de 3 km replantés dans le département de la Vienne. Parfois, c'est la LPO qui sollicite les agriculteurs. D'autres fois, comme ici, ce sont les agriculteurs, de plus en plus intéressés, qui souhaitent aménager des parcelles remembrées un peu radicalement, il y a une vingtaine d'années. Je suis en agriculture biologique, et comme j'ai un élevage bovin, je suis en polyculture élevage, ça me permet de faire des brise-vents. Et puis tout simplement parce que c'est un petit peu plus sympa de voir des haies pour travailler. Sur cette exploitation mixte, élevage et culture, l'objectif est aussi de relier, grâce à la nouvelle haie, un petit bois à une autre haie existante. Une sorte de corridor où les petits animaux pourront se déplacer à couvert. 630 mètres dont la plantation est entièrement assurée par des bénévoles. Le mois de janvier, février, c'est l'époque idéale. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Tous les agriculteurs ne sont pas aussi exemplaires que celui que l'on vient d'entendre dans ce reportage diffusé sur France 3 Poitou-Charentes en janvier 2014, Étienne Clément.
Oui, mais alors on aimerait bien justement qu'il le soit parce que on est confronté effectivement aujourd'hui aux incidences de l'agriculture telle qu'elle est pratiquée depuis quelques années avec une mécanisation et des pratiques intensives. Et alors parmi effectivement les raisons du déclin des espèces, effectivement les modes agricoles tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui sont une raison principale, avec la destruction des prairies, la destruction des haies, le comblement des mares, tout un tas de petits milieux qui sont quand même très très importants et qui sont diversifiés et qui accueillent des espèces et une faune spécifique. En même temps, Étienne Clément, ça fait des années aujourd'hui que la LPO, mais d'autres associations tirent la sonnette d'alarme. En même temps, les pratiques agricoles sont peut-être plus fonction des cours mondiaux et des pratiques et de l'usage et de la recherche de rentabilité, ce qu'on peut comprendre au reste, que la présence de certaines espèces animales et végétales. Est-ce que la LPO peut avoir une action réelle sur le terrain quant à la modification de ces pratiques par le maintien des haies, le non-comblement des fossés, des mares, etc. Est-ce que, au-delà du discours, est-ce qu'il y a une possibilité réelle d'action sur le terrain ? Alors en tout cas, on essaye, et je pense que à travers le message qu'on essaye de passer dans le grand public, on essaye de porter l'attention sur ces milieux et d'expliquer aux gens que c'est très important de maintenir ces milieux. Après, on a aussi un cadre juridique sur lequel on peut s'appuyer à certains moments. La destruction des haies, par exemple, en Alsace, elle est interdite à partir d'une certaine date et jusqu'à une certaine date. Il y a un décret qui est sorti en 2014 sur lequel on peut s'appuyer aussi, qui oblige les agriculteurs à demander l'autorisation et à l'obtenir, mais sous certaines conditions. Voilà, après il y a un arsenal juridique, et puis s'il faut, on dépose plainte, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, on ne peut plus être effectivement uniquement dans l'explicatif, dans le faire comprendre que, dans la sensibilisation, et qu'à un moment donné, le signal d'alarme, il faut aller un peu plus loin. Et alors, ce signal d'alarme, est-ce qu'il est entendu par la profession agricole ? Est-ce que, là aussi, sur le terrain, vous notez, Étienne Clément, une évolution dans le comportement de ces acteurs, précisément de terrain ? Alors, on le note parce qu'effectivement, il y a quand même aujourd'hui une évolution de l'agriculture. On entend beaucoup plus parler des circuits courts, on entend beaucoup plus parler des conversions en bio et des choses comme ça. Et les agriculteurs qui sont assez sensibilisés sur ces modes de pratique agricoles intègrent aussi dans leur pratique la préservation de la biodiversité, en essayant de modifier justement leur manière de faire sur le terrain. Alors, dans le reportage que l'on vient d'entendre, en tout cas dans son extrait, Étienne Clément, ce sont, là encore, comme bien souvent, et la LPO n'échappe pas à la règle, des bénévoles. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer confier la protection de la nature uniquement à des bénévoles, alors qu'en face, tous ceux qui l'exploitent et en tirent profit, eux, sont des professionnels ? Alors, à la LPO, on n'a pas que des bénévoles. C'est vrai qu'on partage nos actions à travers en s'appuyant sur des salariés, mais aussi sur des bénévoles. Donc, sur la LPO Grand Est, on a à peu près une trentaine de salariés aujourd'hui qui font à la fois de l'administratif, parce que y a de la bureautique à faire. Une association, ça demande aussi du fonctionnement à gérer. Mais on a aussi des animateurs qui interviennent auprès du jeune public, notamment, ou du grand public. Et puis, on a pas mal de salariés qui sont engagés sur ce qu'on appelle la conservation, c'est-à-dire qu'ils vont faire du suivi. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de salariés qui sont sur le terrain, qui vont aller écouter, repérer, vérifier par rapport aux années précédentes si les mêmes espèces qu'ils avaient repérées les années précédentes sont également là. Et ça nous permet d'engranger un certain nombre de données sur l'échelle du Grand Est, des données qui sont collectées sur une base de données qu'on appelle ODONAT, maintenant Grand Est, et qui permet d'avoir une connaissance de terrain assez fine par rapport à tous les secteurs qu'on recouvre et sur lesquels on travaille. Après, l'apport des bénévoles, il est aussi important, parce que les salariés peuvent pas être partout, c'est clair, et on a des bénévoles qui sont engagés aussi sur des animations d'école, sur des animations grand public, et qui ont aussi cette fougue
à faire passer du message, et puis c'est intéressant de voir des gens, enfin les gens quand on leur parle d'ornithologie, ça leur fait souvent un petit peu peur parce que c'est pareil aussi pour la botanique. Voilà, ils pensent que c'est des sciences un peu pointues et qu'ils n'obtiendront jamais les connaissances. Et quand on passe par des bénévoles, ils se disent finalement tout un chacun à un moment donné peut avoir un niveau de connaissance. Est-ce que moi à un moment donné je pourrais pas m'investir dans une association telle que la LPO? Don't be ashamed to cry. You know I love my woman, yes I love my woman. I saw her way, bye-bye, bye-bye honey. I love my mother. My father's in heaven, y'all. I'm out here on my own, but I'm not alone. Trying to have a little fun, y'all. Trying to have a little fun. I'm going for myself. For myself. I'm going for myself. For myself. If I didn't need money, I need a whole lot of money, y'all. To live a Christian life, that's my life. And you know my outside appearance. How much do I have to give? I love my mother. My father's in heaven, y'all. I'm out here on my own now, but I'm not alone. Trying to have a little fun, y'all. Trying to have a little fun. I'm going for myself. For myself. I'm going for myself. Oh, yeah. For myself. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Going for Myself, sorti en 2016 sur l'album Out de la compagnie Nine Spirit, sous la direction du saxophoniste français Raphaël Humbert dans le cadre du projet Music is My Home. Pourquoi le choix de ce titre, Étienne Clément ? Alors déjà musicalement, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très lancinant, très berçant, donc je trouve que ça va bien avec la thématique du jour. Et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est un musicien d'aujourd'hui qui est allé chercher un vieux titre et puis qu'il a un peu remis. C'est même un peu sa spécialité. Voilà, qu'il a un peu remis au goût du jour, et je trouve ça comme démarche intéressante. D'autant que la compagnie Night Spirit fait également des spectacles, notamment l'un sur Théodore Monod, naturaliste spécialiste des déserts, donc probablement une compagnie engagée. Étienne Clément, on va revenir aux oiseaux, et plus particulièrement sur ce que chacun d'entre nous peut faire, parce que la LPO est probablement l'une des plus importantes associations naturalistes en France. Néanmoins, combien ? 50 000 adhérents ? 45 000. 45 000, ça reste malgré tout relativement modeste au regard des enjeux. Qu'est-ce qui fait qu'en France, on n'obtienne pas cette adhésion de la population, à l'instar de ce qui se passe, par exemple, en Angleterre ? Oui. Je sais pas, moi je pense que c'est culturel. Il y a en France, d'une manière générale, la peur de s'investir, le côté un peu
un peu moi ce que j'appelle toile cirée, c'est-à-dire que les problèmes passent, glissent, etc. Et les gens finalement ça devient un peu quelque chose d'un peu quotidien. Voilà, les problèmes s'accrochent au mur, c'est une tapisserie, on les voit plus, etc. Et ça, je pense que c'est typiquement français par rapport à d'autres pays, notamment effectivement, comme vous le signalez, les anglo-saxons, qui eux sont très engagés dans la défense, notamment de la faune et de certaines espèces, et où tout de suite il y a de la réactivité, de l'engagement. Voilà. En France, on a encore du mal à impliquer les gens comme il faudrait effectivement qu'ils s'impliquent. Après, l'implication peut être simplement une adhésion. Combien ça coûte d'adhérer aujourd'hui à la LPO, Étienne Clément ? C'est de l'ordre de 25 €, je crois. C'est un engagement finalement relativement modeste. Et puis vous lancez toute une série d'actions précisément pour sensibiliser le grand public. Par exemple, le réseau des refuges LPO, Étienne Clément. Oui, alors ça c'est typiquement un dispositif qui est porté par la LPO et avec l'intention de dire aux gens, voilà, on n'a pas besoin d'avoir un grand jardin, on n'a pas besoin d'avoir un parc immense, tout un chacun chez soi, sur son balcon, peut mener des petites actions en posant un nichoir, en faisant pousser des herbes, des fleurs mellifères par exemple, pour attirer les insectes. Donc on a ce dispositif qu'on essaye de développer qui marche bien, puisque si on regarde effectivement au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 19 000, enfin un peu moins de 20 000 refuges LPO qui sont classés sur l'ensemble du territoire français, ce qui représente 22 000 hectares, ce qui n'est pas rien, avec une charte où les gens s'engagent à avoir une pratique respectueuse, évidemment pas mettre de phytosanitaire, mais à faire des aménagements pour attirer les hérissons, mettre des nichoirs. Éviter peut-être aussi le béton vert, voilà. Ces pelouses que l'on cherche à tondre un peu à l'opposé plutôt de ce que vous faites ici au siège de la LPO, où en arrivant dans ce qui est l'ancienne maison de l'oiseau et du poisson, eh bien l'herbe n'est pas fauchée tout simplement. Oui, alors et on s'aperçoit aussi que souvent quand on laisse pousser l'herbe comme ça, la végétation un petit peu de manière friche, on a tout de suite un peu des réflexions en disant ça fait sale, c'est pas propre, etc. Mais si on accompagne d'une information justement avec des panneaux pédagogiques ou en expliquant directement aux personnes, en leur disant oui mais en procédant de cette manière-là, on laisse se développer toute une végétation qui est très favorable aux papillons, aux insectes, donc forcément après à leurs prédateurs, donc aux oiseaux, etc. C'est un message qui finalement n'a pas de difficulté à passer dans le grand public. Donc on voit bien que les gens petit à petit se préparent un petit peu à bouger sur certaines lignes quand même. On ne répétera jamais assez, Étienne Clément, que la nature n'est pas sale. Voilà, on est propriétaire d'un petit bout de terrain, peut-être même un balcon, comme vous le disiez tout à l'heure, Étienne Clément. On entend cette information sur les refuges LPO. Comment on s'y prend et qu'est-ce que ça implique ? C'est très facile, on va sur le site internet de la LPO France, on tape refuge LPO et puis on regarde effectivement ce que ça implique. Donc c'est très simple, il y a une adhésion la première année et pendant 3 ans. On reçoit un petit kit en général avec un nichoir, un petit panneau sur lequel c'est marqué ici je protège la nature, refuge LPO. Voilà, c'est assez simple et puis je pense que les gens qui le font sont déjà sensibilisés, ils sont prêts à passer un petit peu le cap. Donc il n'y a pas de difficulté majeure, il n'y a pas de transformation majeure à faire chez soi. Voilà, c'est très facile à mettre en place et justement on voit aussi pas mal de gens, des propriétaires de jardins, parce que je pense que c'est aussi une plus-value. Aujourd'hui, les gens, quand ils vont, les jardins qui se visitent, quand il y a le petit panneau refuge LPO, c'est la plus-value et les gens se disent c'est un petit site assez sympa, particulier à découvrir. Au début de notre entretien, Étienne Clément, vous évoquiez les hirondelles. Les changements climatiques affectent aussi d'autres oiseaux devenus, depuis la création du lac du Der-Chantecoq en 1974, l'emblème de cette région entre Marne et Haute-Marne. Les anciens, alors quand je dis les anciens, c'est les gens qui observaient les grues il y a 30 ou 40 ans, parlaient de migration, en particulier autour de la mi-mars. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que arrivé au 10 mars, la migration elle est déjà quasiment finie. Et c'est sûr, en fait, les grues cendrées profitent d'hiver doux, de conditions qui sont bonnes pour elles, pour remonter plus précocement sur les zones de reproduction, puisque le lac du Der ici, c'est qu'une étape de transition, une étape de voyage. Et donc, elles remontent en Europe du Nord pour nicher. Durablement vôtre,
Éric Mutschler. Le témoignage de quelqu'un que vous connaissez bien, Étienne Clément, puisqu'il s'agit d'Aurélien Deschâtres, chargé de conservation à la LPO Champagne-Ardenne, que vous présidez, ici dans une vidéo publiée en novembre 2015 par l'Union Ardennais, la chaîne YouTube d'information locale des journaux L'Union, l'Ardennais, dans la Marne, les Ardennes et l'Aisne. Les grues cendrées sont donc en quelque sorte des indicateurs du changement climatique, Étienne Clément? Oui, alors surtout, les espèces qui migrent effectivement montrent que le dérèglement climatique, ce qu'on peut appeler aussi le réchauffement, amène à des modifications justement dans leur migration, parce qu'on sait que le climat est un des facteurs qui règle les dates de migration, et on peut s'apercevoir sur certaines espèces. Donc ici, là, on parle notamment de la grue, que la migration, les dates de migration, notamment la migration de retour, quand elle remonte d'Espagne ou du sud de la France pour aller sur leur site de nidification dans le nord de l'Europe, la migration est déclenchée un peu plus tôt, de quelques jours. Et c'est un phénomène qu'on observe chez d'autres espèces. Alors chez la grue, ça n'a pas une incidence néfaste pour l'instant, parce que c'est pareil, c'est un phénomène pour lequel il faudra qu'on ait du recul pour vraiment apprécier les incidences. Mais sur certaines espèces, on peut facilement comprendre qu'une espèce qui va migrer pour aller chercher son alimentation, et notamment par exemple des insectes, si on revient aux hirondelles, qui vont revenir sur leur site au printemps pour venir manger des insectes, si elles arrivent plus tôt et que les insectes, eux, ne sont pas émergés, forcément il va y avoir des problèmes très, très vite auxquels elles vont être confrontées. Donc on a aujourd'hui effectivement des exemples patents de modifications de comportement chez certaines espèces liées au réchauffement climatique. Il nous faut un peu de temps aussi pour pouvoir les analyser finement et voir quelles incidences ça aura chez ces espèces, et si ça aura vraiment des incidences néfastes. Sachant que j'ai tendance à dire aussi qu'il ne faut pas oublier que les modifications des pratiques, notamment agricoles, les actions de l'homme qui ont été menées pendant un siècle, ont eu aussi des incidences. Et je me demande si ces incidences-là ne seront pas plus préjudiciables que celles qu'on nous annonce avec le dérèglement climatique. En vous écoutant, Étienne Clément, on se dit, mais finalement, l'homme ne se préoccupe après tout pas beaucoup de son environnement. C'est un peu ça l'idée que vous évoquez là, parce que la nature, les animaux, les plantes, c'est même dans leur gène, c'est même dans leur instinct de survie, ils sont en capacité de s'adapter. La question, c'est la vitesse du changement de l'environnement. C'est ça l'enjeu. Oui, c'est ça. Et l'homme a tort de ne pas s'occuper de son environnement, parce que la nature peut très bien se passer de l'homme, mais l'homme ne peut pas se passer de la nature. Est-ce que le lac du Der, Étienne Clément, n'est pas finalement un très bon exemple d'adaptation finalement du milieu, puisque c'est un espace au départ qui n'a pas du tout été conçu comme un espace d'accueil pour les oiseaux, qui est devenu aujourd'hui un site internationalement connu. Voilà, est-ce que le lac du Der Chantecoq n'est pas finalement l'illustration de ce que peut être un aménagement, alors là pour le coup pas voulu au départ, mais qui finalement profite à la nature? Oui, moi j'ai tendance à dire ça effectivement de manière récurrente. C'est parce que les écologues, Étienne Clément, étaient vent debout à l'origine en 1974 contre la création du lac du Der. Et on voit bien aussi sur des sites aujourd'hui dont on parle, comme on a parlé de Siemens, ou on parle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Je pense que le lac du Der, la création du lac du Der aurait lieu aujourd'hui, on aurait les mêmes phénomènes de crispation et d'opposition. En même temps, on n'est peut-être pas certain que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ait un quelconque intérêt. Oui, d'accord, je ne compare pas pour justifier l'un par rapport à l'autre. Voilà, mais je dis que effectivement, il pourrait y avoir aujourd'hui des phénomènes d'opposition à la création du lac du Der qui ont eu lieu à l'époque, mais pas forcément par les écologistes, par rapport aux gens qui habitaient sur place, puisque voilà, on rappelle qu'il y a quand même 3 villages qui ont été inondés dans cette histoire-là. Et on s'aperçoit effectivement après une quarantaine d'années d'existence, voire plus, que le lac du Der a des effets très positifs par rapport à la faune, parce que c'est devenu un lieu un petit peu de concentration d'espèces et notamment d'oiseaux, parce qu'ils trouvent ici alors peut-être des conditions de vie qu'ils ne trouvent plus forcément ailleurs aussi, c'est ce qu'il faut dire. On est peut-être sur des lieux un peu refuges, ce qui ne veut pas dire que les espèces vont mieux, ce qui veut dire qu'elles se concentrent dans les endroits maintenant où elles peuvent vivre en fait. En même temps, Étienne Clément, ça a une incidence aussi sur le plan économique, de l'économie locale. Est-ce que
Le lac du Der, Chantecoq, peut de ce point de vue-là servir un peu de laboratoire pour démontrer ce qu'il est possible de faire dans une espèce d'alliance ou d'adéquation entre la nature et l'économie finalement, entre l'écologie et l'économie. Oui. Alors, dans un sens, effectivement, je vous rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, on peut montrer, par exemple, on a aujourd'hui tout un débat sur la création du parc de Feuillus entre la Haute-Marne et puis la Côte d'Or. Donc, effectivement, on voit bien que l'existence de certaines réserves, comme le lac du Der, par exemple, montre que ça peut se justifier au niveau économique, notamment à travers l'apport de tourisme qui fait vivre tout un tas d'acteurs socio-économiques. Maintenant, je trouverais dommage qu'on ne justifie finalement la création de réserves que par l'impact économique qu'elle pourrait avoir sur leur territoire. La LPO ne limite pas ses actions aux oiseaux. Donc il y a une grue actuellement dans le fond du terrain là, qui est en train de creuser une mare pour les amphibiens. Alors tout a commencé en fait il y a 2 ans quand la LPO s'est engagée dans le programme d'action amphibiens et reptiles en Champagne-Ardenne. On a procédé à des inventaires en fait dans le secteur pour suivre les populations d'amphibiens. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des belles populations de tritons crêtés, entre autres. Il y a aussi beaucoup de grenouilles agiles, grenouilles rousses, du triton ponctué, du triton palmé et du triton alpestre. Donc on a une population d'amphibiens ici qui est assez importante. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Delphine Persin est photographe et réalisatrice à l'agence Nature Film qu'elle a fondée en Ile-de-France. C'est elle qui a réalisé cette vidéo en 2013 dans laquelle intervient Émeric Mionnet, un autre salarié de la LPO, Étienne Clément. Oui, donc ça illustre bien le fait que la LPO aujourd'hui n'est plus uniquement concentrée sur la préservation des oiseaux, puisque là on est dans un milieu plutôt aquatique, les mares. Et comme je disais tout à l'heure, on essaye d'intervenir sur la préservation d'une multiplicité de milieux, sachant que plus les milieux sont diversifiés, plus les espèces le seront aussi. Donc on mène une politique effectivement soit de préservation, donc d'entretien des mares, soit de création depuis quelques années. Et ça permet effectivement aux amphibiens qui sont une espèce un peu marqueur de la bonne conservation Les amphibiens, ce sont les tritons, les grenouilles, les crapauds, etc. Voilà. Et ce sont des vrais marqueurs du bon état de conservation de l'environnement. On sait que la plupart des amphibiens aussi aujourd'hui sont dans un état de conservation très délicat. Donc on essaye d'intervenir sur le milieu pour favoriser le maintien des effectifs. Pourquoi cette ouverture de la LPO à d'autres aspects ou d'autres centres d'intérêt uniquement que les oiseaux, Étienne Clément? Est-ce que cette segmentation, cette spécialisation, voire cette hyper spécialisation n'est pas un peu en contradiction avec une approche global de l'écosystème? C'est absolument ça, c'est que de toute façon tout est lié. Je fais les questions et les réponses. Voilà, tout est lié, donc on ne peut pas uniquement se satisfaire de dire on va préserver uniquement tel type d'espèces, notamment les oiseaux. Et l'idée c'est de partir des milieux, quoi. On ne préservera les espèces que si on préserve les milieux. Donc si ça profite aux amphibiens, ça profitera de manière indirecte aussi aux oiseaux, et on n'est plus maintenant effectivement à se spécialiser sur tel type d'espèce. Est-ce que la coordination Grand Est, Étienne Clément, va renforcer le poids de la LPO et donc la protection des oiseaux, mais aussi de la nature en général en région Grand Est? On l'espère, et puis de toute façon c'est assez cohérent parce que la nature n'a pas de frontières. Donc en fait, qu'en Champagne on préserve le Milan, on le préserve aussi en Lorraine puisqu'il est aussi fréquent en Lorraine. Et puis on a des choses qui sont partagées avec l'Alsace. D'une région à l'autre, il y a des espèces qui sont communes. Je peux prendre l'exemple par exemple de la cigogne blanche qui est le symbole de l'Alsace. Qui est présent aussi en Lorraine, qui l'est beaucoup moins en Champagne-Ardenne, mais on sait que c'est une espèce qui aujourd'hui est en expansion sur notre région. Donc on ne va pas intervenir à 3 niveaux différents, autant prendre le dossier dans son ensemble. Alors nous sommes ici, Étienne Clément, dans les locaux de l'ancienne maison de l'oiseau et du poisson, que j'ai moi-même bien connue il y a une bonne 25 ans lorsque cet établissement a été créé, qui est aujourd'hui dans un état d'abandon complet. Alors quand je dis abandon, c'est pas tout à fait vrai parce que tout est en place, on pourrait presque le réouvrir, c'est à peine exagéré,
mais il est vide et abandonné, sauf ici, cette aile que vous occupez, la LPO Champagne-Ardenne. La situation est assez surprenante, non, Étienne Clément ? Oui, alors déjà juste une remarque, que la LPO occupe une aile, je trouve que c'est quand même la moindre des choses. La moindre des choses, voilà. Après, effectivement, alors on est dans un environnement naturel remarquable pour les gens qui viendraient sur le site, avec une végétation luxuriante, quel que soit le regard où le regard porte à travers n'importe quelle fenêtre. Effectivement, donc on est aussi dans des locaux qui sont très vastes et qui précédemment donc abritaient la maison de l'oiseau et du poisson, qui était un espace muséographique qui a fait son temps. On peut se poser des questions sur le concept. Quand vous dites qu'il a fait son temps, Étienne Clément, c'est une façon de dire les choses, parce qu'en réalité cet espace n'a jamais véritablement fonctionné, a toujours été plus ou moins en faillite, et aujourd'hui il est au fond du gouffre. Mais néanmoins, l'espace existe toujours, et on ne pourrait pas imaginer, il a un potentiel extraordinaire. Oui, alors je pense qu'effectivement il faut s'interroger sur le concept de départ. Donc moi j'ai pas le mal de m'en interroger parce que j'étais pas là du tout à la création de la MOP. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le concept de départ, puisqu'on montrait des animaux en silicone ou en plastique, je sais pas comment dire. Donc effectivement, quand on est à côté du lac du Der, avec la multiplicité des espèces qui sont là, vivantes, qui bougent, qui crient, qui se font entendre, etc., amener des gens à voir des choses qui sont statiques, forcément, les gens ne venaient qu'une fois, et puis ils venaient pas forcément 2 fois. Donc c'est un espace qui a très vite périclité et qui n'a pas montré son efficacité au niveau de l'accueil des gens. Financé quand même, Étienne Clément, avec de l'argent public. Avec de l'argent public. Effectivement, aujourd'hui, il y a des bâtiments, je trouve que il serait intéressant de se poser la question de ce qu'on peut en faire. Il peut y avoir des idées, des projets qui émergent, et vous qui êtes acteur de terrain, ici, installé à la Maison de l'Oiseau et du Poisson, Étienne Clément, vous avez, j'imagine, plein d'idées. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ne prend pas ? Oui, alors c'est déjà des bâtiments qu'on utilise de manière ponctuelle, notamment en automne quand on est en période de migration justement, et à l'occasion d'une grosse manifestation qu'on organise qui s'appelle la Fête de la Grue. Et moi, je pense effectivement qu'on pourrait essayer de réfléchir à d'autres manifestations de ce type qui permettraient, à défaut d'utiliser de manière permanente les locaux, parce que c'est pas forcément non plus très judicieux. On est sur un secteur où les gens ne viennent pas à longueur d'année. Il y a la période estivale, la période oiseaux, tourisme vert. Mais voilà, on pourrait essayer de réfléchir à quel type de manifestation on pourrait mettre en place qui permettrait de mieux valoriser les bâtiments et éviter qu'ils périclitent tels qu'ils le sont actuellement. Un ornithologue, ça observe et écoute les oiseaux. Ça écoute aussi ça. Comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise, peut-être même que ça m'érotise. J'idéalise, malice au Mali des merveilles, le Mali Dieu crée la flamme. Le Mali danse dans mon âme, honni soit qui Mali pense, qu'importe la couleur de ta peau, béni soit qui au Mali danse, au son des balles de Bamako. Balle de Bamako.
Plane à Bamako, en bateau, c'est moi le capitaine. Tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la... Durablement vôtre, Éric Mutschler. Bal de Bamako, paru sur L'Amo Mali, premier album sorti en avril 2017 du groupe malien éponyme fondé par Mathieu Chédid, alias M. Toumani Diabaté et Sidiki Diabaté. Quel rapport avec les oiseaux, Étienne Clément? Alors M comme migration, et puis on a beaucoup d'oiseaux ici qui migrent en Afrique. Je sens que c'était préparé. La réponse était préparée pour autant, Étienne Clément. Vous êtes président de la LPO Champagne-Ardenne et maintenant également président de la coordination Grand Est LPO. Et pour autant, vous n'êtes pas vous-même ornithologue. Oui, je confirme. J'ai pas du tout à la base une formation ou une sensibilité même d'ornithologue. C'est quelque chose qui m'est venu très tard, qui m'est venu par le biais des médias d'ailleurs, puisque j'étais correspondant de presse et j'ai été amené à faire des reportages, des papiers, comme on dit vulgairement, sur la LPO. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vite pris aux tripes, si je peux dire, et pour lequel je suis devenu, je pense même addict, en m'investissant également sur des actions de terrain, des ateliers nichoirs, de l'accueil du public, et de fil en aiguille, je suis devenu administrateur. Quand il a fallu remplacer un siège vide, on me l'a proposé, j'ai dit volontiers, et puis d'administrateur, je suis devenu président Champagne-Ardenne, et je suis devenu très récemment, puisque ça s'est fait le 3 décembre dernier, président de la LPO Grand Est. Néanmoins, même le travail de correspondant de presse ne nourrit pas son homme. Étienne Clément, quel est votre métier au quotidien? Alors, je suis à la base éducateur spécialisé et puis depuis 6 ans, chef de service. Donc aujourd'hui, d'un SAVS et d'un SAMSA sont des services médico-sociaux qui qui accompagnent des personnes en situation de handicap ou présentant des troubles psychiques et pour lesquels on mène un certain nombre d'actions d'accompagnement pour maintenir leur autonomie. Compte tenu de votre investissement aujourd'hui à la fois en LPO Champagne-Ardenne, mais maintenant aussi coordination Grand Est LPO, Étienne Clément, vous n'avez jamais eu envie de faire de votre engagement bénévole un métier? Non, parce que justement c'est un engagement et je ne le vis qu'à travers le bénévolat. Bon, j'ai toujours de toute façon eu un engagement associatif. Avant que ça soit la LPO, ça a été autre chose. J'ai aussi d'autres engagements associatifs qui ne sont pas des engagements dans une association naturaliste. Je fais partie d'un groupe de citoyens où on essaye de bouger un petit peu la vie politique locale. Je fais partie d'un groupe, d'une association de riverains parce que qui subit une affluence de camions qu'on aimerait bien voir diminuer. J'ai toujours eu vraiment chevillé au corps cette volonté de m'impliquer en tant que citoyen, en tant que bénévole, et je ne le vis que comme ça à travers la LPO. J'ai toujours effectivement considéré qu'à côté de mon travail, pas après mon travail, mais à côté de mon travail, il devait y avoir une vie, et qui plus est associative. Étienne Clément, en début d'entretien, vous nous expliquiez que vous observiez une sensibilité plus grande de la part de nos concitoyens à ces questions de nature, d'oiseaux. On sent bien aussi que même dans la société civile, les choses commencent à bouger. Pour autant, on en est encore un peu au stade de la constellation, des petites étoiles un peu partout, mais on a l'impression que ça ne prend pas encore, que ça ne cristallise pas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous changions de monde? Je veux dire, à l'opposé de la déclaration de Donald Trump il y a quelque temps sur son projet ou son intention ou sa décision de se retirer de l'accord de Paris. Alors moi je pense qu'effectivement on est devant une situation un peu paradoxale, vraiment paradoxale, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont maintenant très sensibilisés et qui réagissent de manière très corporelle, voire épidermique à la situation des espèces, de l'environnement, de la préservation de la nature. Il suffit de regarder aujourd'hui dans les réseaux sociaux comment ça fuse de toutes parts, les pétitions pour préserver, pour interdire la tauromachie, voilà. On est aujourd'hui dans un foisonnement effectivement de réactions à ce niveau-là. Mais dès qu'on parle aux gens, effectivement, de bénévolat, on y revient, d'investissement bénévole, etc. On sait qu'aujourd'hui, toutes les associations se plaignent de ne plus trouver de bénévoles. Donc on est effectivement dans une situation très paradoxale où les gens veulent s'investir,
s'investissent d'une certaine manière, mais quand il faut aller sur le terrain, quand il faut relever les manches, on a beaucoup plus de mal à trouver ces personnes-là. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Étienne Clément, présidente de la LPO Champagne-Ardenne et depuis peu présidente de la toute nouvelle coordination LPO Grand Est, c'est le moment de votre choix. On écoute. 4 soirs que je ne vois plus la renarde. Hier, en fin de journée, elle était là, dans le haut du pré. Je le sais, je ne suis pas le seul à venir l'observer. Comme tous les ans dans cette prairie, après les fauches, les fragrances de charogne ont remplacé celles de l'herbe coupée que j'aimais tant. Le renard ne laisse personne indifférent. Il me fallait comprendre les liens complexes qui unissent le renard aux hommes, de ceux qui l'adulent à ceux qui le traquent. La voix off de Franck Vignat, réalisateur mosellan du film L'odeur de l'herbe coupée, souvent cité dans Durablement Vôtre, pour illustrer votre coup de gueule, Étienne Clément. Oui, alors effectivement, Franck Vignat, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qui est plus qu'impliqué, c'est un militant acharné d'une espèce qui ne fait pas partie des espèces qui initialement faisaient partie du portefeuille de la LPO, si je peux m'exprimer comme ça, puisque c'est le renard, et qui a donc constitué l'année dernière un collectif renard également Grand Est, puisqu'il réunit aujourd'hui une 60aine de structures et d'associations qui se sont mobilisées pour réhabiliter cet animal qu'on dit nuisible, qui est en tout cas classé en tant que tel, et pour lequel effectivement c'est vraiment un combat que nous on a rejoint de bonne grâce et avec vraiment beaucoup d'envie et vraiment l'intention d'essayer de changer les choses. La situation elle est relativement simple, c'est un animal qui est classé gibier, donc qui peut être chassé en période de chasse ordinaire, mais qui est classé également nuisible, donc il peut être piégé, déterré, ce qui fait que c'est un animal qui est chassé toute l'année quasiment. Voilà. Et c'est un acharnement qu'on comprend pas. Voilà. On n'est pas, la LPO n'est pas anti-chasse, comment dire, par principe. Elle dénonce certaines pratiques qui pour nous ne correspondent pas à ce qui devrait être pratiqué justement. Et en l'occurrence, par rapport au renard, on n'est pas du tout d'accord de la manière dont cet animal est considéré. Il est classé nuisible, sauf que c'est un animal qui rend un service indéniable aux écosystèmes. C'est un prédateur qui mange principalement des micro-rongeurs, qui évite la propagation de certaines maladies à travers justement ces porteurs ces vecteurs de virus. Mais cet aspect-là n'est jamais pris en compte. Alors on prend toujours en compte le chasseur de poules, le fait qu'ils s'introduisent de temps en temps dans des poulaillers, qu'ils viennent manger quelques poules, etc., qu'il est vecteur de l'échinococose, des choses comme ça, mais la prise en compte est très déséquilibrée. Donc on essaye de se battre en disant, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire par rapport à cet animal-là? En plus, les résultats, moi je les attends et je les cherche. Aujourd'hui, on voit que l'échinococose, c'est une maladie qui est en propension, alors que c'est un animal qui est régulé depuis des années. Donc j'ai tendance à dire c'est que la méthode n'est pas bonne. Donc est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à autre chose? D'autant qu'en Suisse, par exemple, la chasse au renard est totalement interdite. Étienne Clément, la question du renard, finalement, quand on réfléchit un peu, aujourd'hui, les écologues savent très bien et savent le démontrer qu'effectivement, son image de voleur de poules ne tient absolument pas, qu'il a son rôle à jouer dans la chaîne alimentaire et dans la pyramide et dans l'écosystème. On a presque envie de dire que le problème n'est plus là. Est-ce que le problème n'est pas, et vous le disiez à l'instant, il est culturel, il est de la représentation des gens, et vous qui étiez correspondant de presse, donc initié à ces techniques de communication, est-ce que finalement l'enjeu aujourd'hui de la protection de la nature, elle n'est pas avant tout une affaire de communication au sens noble du terme? Je veux dire par là que la connaissance, tout ça c'est bien, mais finalement ce
que nous devons rechercher, c'est obtenir l'adhésion de nos concitoyens à la cause environnementale. Et ça passe peut-être, et avant tout par la culture, donc par la communication. Est-ce que les écolos n'ont pas un peu un rôle à jouer et peut-être une responsabilité dans ce domaine-là? Alors moi je le pense, après ça peut être que mon avis, mais en tout cas je le défends en tant que tel, et c'est vrai qu'on peut, si on considère par exemple la question du bien-être animal telle qu'elle a été abordée pendant la dernière campagne présidentielle, on a l'impression qu'elle s'arrête aux animaux de compagnie, c'est-à-dire aux animaux, à notre chien, à notre chat, aux animaux de compagnie, ou aux animaux qu'on mange, le bétail, et on voit bien qu'aujourd'hui cette question-là, si elle est aussi populaire, aussi mise en avant dans le grand public, c'est parce qu'il y a un travail de certaines associations qui sont allées faire des images dans les abattoirs. Et 124 par exemple. Voilà. Mais la question du sauvage, elle est restée effectivement au fin fond des bois. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tétérage de blaireaux, et pour moi, je considère que, vu la manière dont les choses se passent, c'est aussi stressant, inadmissible au jour d'aujourd'hui avec l'évolution des consciences, de traiter des animaux de la manière dont ils sont toujours traités de cette manière aujourd'hui. La LPO, précisément, sort un peu du lot dans le contexte, dans le paysage associatif naturaliste français. Est-ce que ça ne tient pas aussi, Étienne Clément, à la personnalité précisément du président Alain Bougrain-Dubourg, qui est un homme de médias, justement? Oui, et puis au dossier qu'il a mis en avant, tel que la chasse à l'ortolan dans le sud-ouest, où régulièrement, effectivement, il n'hésite pas à payer même quasiment de sa personne, on l'a vu l'année dernière, pour aller défendre ce passereau, sans quoi on peut imaginer que on en parlerait à l'imparfait dans quelques années si il ne mettait pas en avant effectivement sa personnalité pour défendre cet oiseau. Merci Étienne Clément pour cet entretien. Merci à vous de nous donner la parole, et puis je voulais également en profiter pour remercier nos salariés pour la qualité de leur travail, et puis tous nos bénévoles qui sont sur le terrain, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, mais qui sont toujours là quand on a besoin d'eux pour porter la bonne parole. Je rappelle que vous êtes le président de la LPO Champagne-Ardenne et de la toute nouvelle coordination LPO Grand Est. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites web des différentes LPO Alsace, Champagne-Ardenne, Meurthe-et-Moselle et Moselle. Et puis bien sûr, adhérer et soutenir, on l'aura bien compris, la LPO, que l'on retrouvera facilement dans n'importe quel moteur de recherche. Vous pouvez écouter et réécouter cette émission, ainsi que les précédentes, sur durablementvôtre.fr.